Bonjour à tous, mon nom est Sarah Charbonneau et c'est un bonheur de vous retrouver pour cette 3e saison de l'émission De l'auteur au libraire. Aujourd'hui à l'émission, on aborde des histoires des livres qui sont basées sur des faits vécus. Et pour ce faire, vous le devinez, je suis en compagnie de 2 auteurs publiés aux éditions Crescendo. D'abord, Madame Marie-Denise Plante pour le livre Janvier sous la neige. Marie-Denise, c'est un bonheur de vous recevoir. Bonjour Sarah, bonjour. C'est plaisir d'être ici. Bonjour. Et vous serez accompagnée, Marie-Denise, aujourd'hui de Monsieur Yvan Dutil pour le livre Knock Flash à la Macassa. Yvan, très contente de vous recevoir aujourd'hui. Moi aussi, je suis très heureux. Alors, d'abord, des histoires basées sur des faits vécus. J'ai déjà hâte qu'on parle de votre processus, autant d'écriture aussi de recherche, parce que quand on parle de faits vécus, nécessairement, ça demande un peu plus de travail en amont. Mais pour mettre la table, je serais curieuse de savoir vos histoires respectives. Marie-Denise, je commencerai avec vous. Oui, moi, ça a commencé avec ma carrière de scénographe officielle à la Cour criminelle. C'est en 1977, j'avais 20 ans. Alors, le premier dossier de meurtre dans lequel j'ai travaillé, ça m'a beaucoup impressionnée. Et puis, je trouvais tellement que c'était une histoire invraisemblable. C'est un jeune homme qui est un peu un criminel d'habitude, comme on pourrait dire, malgré son jeune âge, mais qui se retrouve dans un bar à un moment donné. Puis, comme en 1977, il y avait de la drogue à peu près partout. Tout le monde en prenait, sauf moi. Alors, il est entré dans un bar et puis là, il décide qu'il va avoir le même banc qu'il occupe d'habitude. Il a une petite altercation avec le client. Il sort un couteau et puis là, bon, le client décède. Ça c'est mon fait réel. Je suis partie de cette cause-là et tout le reste, je l'ai inventé. Mais ce qu'il y a aussi de réel, ce sont des lieux, parce que je parle de la ville de Menfrey, qui n'existe pas, mais tous les gens des cantons de l'Est vont savoir que c'est la ville de Magog. C'est sûr! C'est comme évident. Et puis aussi, tout ce qui est les personnes là, qui ont entouré l'événement, que ce soit le sergent détective, les gardiens de prison, les avocats, ce sont tous des gens que j'ai connus, que j'ai transféré un peu leur caractère, leurs défauts, leurs qualités dans mon récit. Ah, j'aime ça. Alors, il va y avoir un grand procès, puis on va poursuivre un peu plus tard. Alors, on est dans un roman qui est inspiré de faits vécus, mais j'imagine qu'on frôle un peu avec l'univers du polar. Ah oui, oui. Nécessairement. Sauf qu'il y a une différence qui est quand même assez marquante, parce que dans le polar, on a un crime, et puis l'idée, c'est de se demander tout le long, bien, qui a commis le crime. Tandis que moi, on le sait presque au début qui a commis le crime. Sauf que c'est de la preuve circonstancielle. Ça, pour vous expliquer, Sarah, une preuve circonstancielle, c'est vous allez au cinéma dimanche après-midi, il fait soleil, il fait beau, vous entrez, vous regardez votre film. 2 heures après, vous sortez, les voitures sont toutes mouillées dans le stationnement, l'asphalte est toute mouillée, le parvis du cinéma est plein de flaques d'eau. Il fait encore soleil, mais vous dites qu'il y a eu une averse. Les circonstances sont telles que vous ne pouvez pas avoir une autre conclusion que ça. Alors, dans le crime qui nous occupe, c'est la même chose. Il n'y a pas de témoin, mais il y a des preuves circonstancielles. Sauf que quelques jours après, vous regardez ce qui s'est passé dans les nouvelles sur votre téléphone, puis vous voyez, il y a un film qui a été tourné devant le cinéma. Sont arrivés l'équipe de tournage avec des citernes d'eau et ils ont simulé une averse. Alors, même si vous étiez certaine qu'il n'y avait plu, il n'y a pas plu. Mais ça peut arriver aussi dans le domaine judiciaire. Même si les circonstances prouvent un certain fait, ça ne veut pas dire que c'est ça qui s'est passé en réalité, mais ça peut être long avant qu'on découvre la vérité. Alors, c'est ça. C'est dans cet esprit-là. J'adore ça. Merci. Yvan, de votre côté, bien sûr, Knock Flash à la Macassa, on a tendance à penser que Macassa est l'établissement bien connu auquel on pense. Parlez-moi un petit peu de l'histoire de votre livre. Oui, en fait, j'ai quelque chose que j'ai commencé pendant la pandémie. C'était supposé être une courte nouvelle qui collait 3 éléments un peu connus de l'histoire des sciences au Québec. Un, il y a eu de la recherche, c'était en 2020, donc c'est le 60e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des bombardements nucléaires. Il y a eu des recherches sur l'énergie nucléaire à Montréal pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait des sœurs québécoises à Nagasaki lors du bombardement. Et il y avait des armes nucléaires au Québec jusque dans les années 80. Donc, ça collait tout ça ensemble. Et l'histoire, qui était une histoire en feuilleton sur le site de l'Agence française, commençait par un knock flash, une explosion nucléaire à la Macabasa. Parce que c'est là qu'il y avait une base de missiles nucléaires qui est juste sur le site de la prison, en fait, actuellement. Les bunkers des missiles sont encore là. Wow. Donc, il arrive une explosion nucléaire et le héros devait... il y avait un protocole, puis il y avait moins d'1 heure pour savoir si c'était un accident ou c'était une attaque. Ça l'a sauté parce que là, j'ai gardé le titre parce que les gens connaissaient l'histoire sous ce titre-là. Mais le héros revenait sur sa vie
au moment de l'événement. Pourquoi je me suis ramassé là, en fait? Fait que là, il revenait sur toute sa vie, du moment qu'il était étudiant. Et là, les règles d'écriture, moi, dans mon cas, j'étais moins expert de temps en temps en cours, alors j'ai un peu les mêmes réflexes que ma collègue. Je vais faire un témoignage crédible. Alors, les règles d'écriture, c'est de ne changer le moins possible l'histoire réelle. Okay. Alors, ça demande énormément de recherche. Et la personne assiste à des événements historiques, rencontre des gens historiques. Et c'est un physicien qui a étudié à l'Université Laval. C'est une des premiers à finir ses études à l'Université Laval, donc son professeur. Concours de circonstances, il occupe différents postes, il se fait recruter, il se ramasse en Europe dans le premier tour. En tout cas, il se ramasse en une bonne partie du premier tour. Après toutes sortes de péripéties, il se ramasse en Europe avec un groupe qui s'appelait ALSOS, qui existait pour de vrai, qui était une unité de renseignement militaire américaine dont leur travail était d'étudier les projets de recherche en énergie nucléaire allemands. Parce que, pour revenir un petit peu historiquement, à l'époque, en Amérique, il y avait Einstein avait écrit une lettre au président américain sous la pression de ses collègues pour dire, écoute, les Allemands sont en train de travailler sur l'énergie nucléaire. Le peu d'informations qui circulaient de là, ils essaient de croire que peut-être il a développé une bombe de leur côté. Alors, les Américains, ils ont pesé sur le champignon puis ils ont fait le projet Manhattan. Mais les Américains, jusqu'à très tard dans la guerre, étaient encore inquiets que les Allemands avaient peut-être développé une arme nucléaire. Et les gens d'Alsace, leur mandat était de savoir ce que les Allemands avaient fait. Alors, eux, ils avançaient. Je suppose que c'est beaucoup d'actions, mais ils avançaient au rythme des troupes sur le terrain. Ils étaient une journée en retard sur l'armée parce que leur travail était de rentrer dans les universités, rentrer dans les laboratoires de recherche, arrêter les scientifiques, ramasser la paperasse. Donc, ça, c'est 3 chapitres de l'histoire. Mais le reste, c'est la préparation, l'entraînement, la formation à l'université. Lui, en fait, il se ramasse pour un concours de circonstances, précepteur royal de la famille impériale d'Autriche, qui était réfugié à Québec. Donc, c'est comme ça qu'il a été repéré par les services secrets. Donc, il y a toutes sortes il rencontre des centaines de personnes, des scientifiques d'un peu partout dans le monde, toutes sortes de circonstances. Et en fait, c'est un récit historique, mais c'est aussi un livre de vulgarisation scientifique déguisé. Mais moi, juste en 3 minutes, j'ai appris plus de choses que je pense tous mes cours au secondaire m'ont appris. Je suis quand même impressionnée, sincèrement. Mais j'imagine que c'est un peu puis on va le voir un peu au retour de la pause, mais le défi que vous avez, c'est que de part et d'autre, vous avez des faits réels. On veut, professionnellement parlant, être le plus collé aussi, le plus déontologiquement éthique par rapport aux faits, par rapport à l'histoire. J'imagine que vous avez eu beaucoup de plaisir, autant dans l'écriture que dans la recherche, à pouvoir intégrer ces aspects-là. Ah oui, c'est une vraie drogue, là. C'est sûr, c'est sûr. On va s'en reparler au retour de la pause. Restez là. Merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. De retour à l'émission de l'auteur au libraire, bien sûr, en compagnie avec nos 2 auteurs du jour, soit Mme Marie-Denise Plante pour le livre Janvier sous la neige, ainsi que M. Yvan Dutil pour le livre Knock Flash à la Macasa. Bien sûr, les 2 livres sont disponibles aux éditions Crescendo. Je poursuis avec vous, Yvan, d'abord. Je sais que quand on parle de romans, exemple scientifique, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est beaucoup de notions historiques aussi. J'imagine que le travail de recherche qui se fait en amont de l'écriture et même pendant l'écriture doit quand même être spécifique. Comment ça s'est passé pour vous? Bien, au début, c'était un peu plus mou. Puis à un moment donné, t'écris, puis là, là, je me souviens pas de... C'est une question qui se voit, mais comment il faisait à l'époque? Donc, on va relire la littérature scientifique de 1950, 1940 pour voir ce que les gens savaient. Puis on essaie d'éviter les anachronismes, qu'on essaie de ne pas introduire des notions plus modernes. Puis il y a des choses, que beaucoup de textes en histoire des sciences. Par exemple, des choses... et le héros de l'histoire, bien, lui, il a des connaissances... il raconte le passé, donc ses connaissances vont plus loin dans le futur. Puis il y a des trucs, par exemple, une conférence de Jean Perrin à l'Université Laval, qui est un physicien français qui vient présenter au département de Faculté des sciences de l'Université Laval une présentation sur l'énergie intra-atomique. Donc, on appelle ça l'énergie nucléaire aujourd'hui. Et ce que lui, il dit à un moment donné, une réflexion, il dit, par après, j'ai découvert qu'il avait pris un brevet sur l'arme nucléaire.
OK. Mais ça, on le sait aujourd'hui parce que le brevet est connu, puis c'est dans l'histoire des sciences. Donc, il y a beaucoup de choses je fais une première passe, puis là, en lisant, en cherchant les sources, tu trouves d'autres trucs. Fait que là, je recolle des phrases, des bouts de phrases un peu plus loin. Puis à un moment donné, c'est un peu frustrant parce que, merde, une fois que le livre est sorti, j'aurais aimé ça. J'ai trouvé cette source-là, puis j'aurais pu rajouter quelques petits détails historiques. Okay. C'est pas la façon de faire l'histoire, mais c'est une bonne façon de faire des romans. Donc, on met des anecdotes, tout ça, puis il y a des discussions à un moment donné sur... je parle de l'histoire de la découverte des antibiotiques parce que c'est un élément qui apparaît à un certain moment dans l'histoire. Donc, ça demande beaucoup de recherche pour savoir. Puis il y a des trucs vraiment frustrants. Là. Qui était où, quand? Oui. Ça, c'est difficile. C'est une très grande question. Oui, mais c'est parce que les biographies des gens sont pour pas une résolution de l'ordre de la semaine. Alors, il faut trouver... Souvent, on est chanceux. Il y a des rapports... beaucoup de pays, comme surtout aux États-Unis, ont beaucoup de trucs numérisés avec vraiment... c'est des rapports d'opération. Alors, tu sais, professeur un tel était à telle réunion, telle journée. Okay. Alors, tu sais, à un moment donné, c'est ça, j'ai réussi à savoir là, qui était où, quand, parce que c'est difficile, parce qu'à certains moments, les gens, comme le Laboratoire de Montréal, il y a eu 200 personnes qui ont travaillé là. Okay. Le héros travaille là quelques mois. Alors, qui était là au début, puis il y a des gens qui arrivent après, puis il y a des gens qui n'étaient pas là. Alors, c'est ça qui... Tout ça devient excessivement compliqué. En plus qu'il peut les rencontrer plus tard dans l'histoire. Alors, des fois, il y a quelqu'un qui n'a pas vu depuis 3 ans, comme dans la vraie vie. Là, oui, là, il faut qu'on se ramène et qu'on se rappelle. Tu vas à un congrès scientifique, puis tu rencontres la même personne, il était voisin de bureau pendant 6 mois, tu ne peux pas faire semblant que tu ne le connais pas. Fait qu'il ça demande un petit peu d'organisation pour ne pas perdre les personnages. Mais j'imagine que c'est très stimulant, puis qu'on embarque dans l'histoire ensuite, on est fiers. De votre côté, Marie-Denise, j'imagine que, vous, toute la partie protocolaire au niveau du procès en lui-même, au niveau, j'imagine, de la couronne, la défense, il y a dû avoir encore là de la recherche qui a été faite pour votre écriture? Moi, je l'ai vécu. Alors, ma recherche était beaucoup plus simple. Oui, mais des fois, il faut vérifier ce qu'on a dans notre tête aussi, parce que je me souviens qu'à un moment donné, je me dis, telle personne va appeler le 911. Mais là, je me dis que le 911 était implanté en 1977. J'ai vérifié, puis heureusement, parce que non, il est arrivé en 1978. Alors, je me serais plantée, là. C'était la même chose à un moment donné. Je veux parler du stationnement du McDonald's. Est-ce que le McDonald's était construit à cette époque-là? Eh bien, non. Alors, c'est des choses comme ça que j'ai à vérifier, parce que la mémoire, des fois, peut se tromper. On peut avoir l'impression que c'était là, mais c'était pas là. Alors, c'était surtout à ce niveau-là. Pour ce qui est comme des lieux, des salles d'assises, moi, je l'ai vécu, l'atmosphère d'une salle d'assises. J'ai été sténographe, puis avec les accusés, les juges, je peux vraiment décrire ça. J'ai pas besoin d'y retourner, là. J'ai passé 45 ans de ma vie là-dedans. C'est comme c'est chez moi. Alors, c'est à ce niveau-là. C'est un exercice de mémoire, puis de vérifier si on a des petits doutes comme ça qui surviennent au cours de l'histoire. Vous l'avez dit, vous avez été dans ce milieu-là pendant toutes ces années-là, de plonger dans la fiction, puis de vous ramener par le fait même dans votre ancien métier. Émotivement, pour vous, ça a-t-il été le fun? Moi, j'ai adoré mes 45 années comme sténographe officiel, sauf que dans les début des années 90, on avait des hivers épouvantables au Québec. Alors, j'allais passer mes hivers dans les Caraïbes, puis là, je me suis retrouvée pour la première fois de ma vie avec beaucoup de temps et beaucoup de tranquillité, ce que je n'avais pas jamais dans ma vie avant. Alors là, j'ai commencé à écrire, puis c'est là que je me suis rendu compte que plus j'écrivais, plus j'aimais écrire. Alors, je me suis dit, quand ma carrière de sténographe officielle sera terminée, je vais entreprendre une carrière d'écrivain, ça, c'est certain. Alors, je suis là aujourd'hui. Ah, j'adore ça. Fait que c'est comme les deux qui ont été entremêlés parfaitement. Oui. Ah oui. On parle nécessairement de vos histoires. Quand on parle justement de faits vécus, on parle de moments historiques, on parle d'histoires qui ont traversé notre univers, que ce soit de manière médiatique ou encore par notre imagination. Qu'est-ce que vous avez voulu, justement, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ces livres-là? Est-ce qu'il y avait un message particulier qu'on voulait envoyer? Est-ce que c'est un plaisir personnel? Comment vous avez géré ce morceau-là? Moi, mon plaisir personnel, c'est vraiment de susciter la surprise. Okay. Moi, j'aime ça quand quelqu'un dit, voyons, il n'a pas fait ça. T'sais, on ne s'attend pas des fois des situations où on pense que la personne est une bonne personne, puis à un moment donné, il fait la pire gaffe de sa vie. Alors, c'est de surprendre le lecteur qui me fait rire en moi-même quand je l'écris. Puis quand j'ai des commentaires aussi des gens qui l'ont lu, puis qui me disent qu'ils ont été surpris de voir certains événements arriver qu'ils ne s'attendaient pas, c'est ça que j'aime, provoquer de la surprise. Et quand vous êtes dans votre écriture, Marie-Denise, est-ce qu'on provoque volontairement ces petites réactions-là ou c'est l'histoire elle-même qui le fait? Ça me vient pas mal naturellement, je dirais, oui.
Ça vient, puis je l'écris, puis je me rends compte que, tu sais, wow, c'est un beau revirement à 180 degrés qui se passe là. Tu sais, c'est inattendu. On ne pouvait pas prévoir ça dans l'histoire, là. Ah, j'aime ça. De votre côté, Yvan, j'imagine, bon, encore là, beaucoup de faits historiques qui sont intéressants. Est-ce que vous étiez dans la transmission, justement, de certaines informations, de certaines parcelles de notre histoire quand vous avez écrit le livre? Qu'est-ce qui vous a motivé? Bien, il y avait, que je mentionnais que c'était des choses qui sont peu connues de la population. Il y avait 2-3 éléments. Il y a certaines règles que je me suis imposées. Donc, quand une fois qu'il y a une femme qu'on peut, on peut en parler, j'en parle. Fait que ça fait que qui peut rencontrer ou qui peut discuter en fonction du contexte. J'essaie de rester proche de l'histoire. Puis aussi, certains éléments, comme la Deuxième Guerre mondiale, j'ai voulu montrer un peu aussi la situation des civils. En tout cas, il y a à un moment donné, un élément à la fin, ils font des missions aux Pays-Bas, puis les gens sont littéralement morts de faim là, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est des choses qui... On n'entend pas beaucoup parler, hein? On a oublié ces aspects-là de la guerre. On a parlé beaucoup de l'aspect militaire. Même chose au Japon, les gens cravaient de faim. Là. Puis ça, c'est littéralement suite au bombardement, tout ça, les villes avaient été rasées. C'est des choses que je pense que c'est bon de rappeler. Plus, toute la discussion historique, puis la place dans le temps. Là, pour moi, comme scientifique, j'aime ça savoir les choses. Comme les antibiotiques, c'était quelque chose de miraculeux. Là. Donc, c'est un peu... Puis aussi les déplacements. Moi, j'ai beaucoup de contraintes de déplacement du point A au point B. Alors, c'est compliqué. C'est pas comme aujourd'hui. Le voyager du point A au point B, il faut tricher un petit peu pour réussir à respecter la chronologie. Là. Des fois, c'est difficile. Puis, est-ce que, justement, dans votre démarche, vous avez parlé, entre autres, de l'apport des femmes. Je sais aussi que les acteurs de second plan, c'est quelque chose que vous avez voulu partager. Pas juste de parler de ceux de qui on entend toujours parler, mais de parler aussi de ceux qui étaient, je veux dire, davantage en coulisses, peut-être, durant ces événements majeurs-là? Oui, bien, c'est ça. En fait, c'est pour ça qu'il y a une orgie de personnages. C'est parce que lui c'est... Il est au premier plan de l'histoire, mais lui, il est comme second dans tout. Là. Il est le gars qui est là, puis on l'appelle à un moment donné parce que, comme il est dans tout, on le connaît, mais tu as tout plein de personnages historiques importants qu'on a oubliés, mais qui rencontrent des trucs. Moi c'est Jacques Maritain, qui est un philosophe. Mais philosophe, il était un Français qui était réfugié à New York. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il donnait des conférences à la radio. Okay. Sérieux. Puis il y a des grosses conférences très, très populaires à Montréal. On a complètement oublié aujourd'hui, mais c'est un des inventeurs, même un des précurseurs de la vision individualiste qu'on a aujourd'hui. Donc, à l'époque, c'était quelqu'un complètement oublié, mais c'était des gens qui avaient de l'influence. Donc, il y a tout ça les scientifiques, il y en a plein, les grands, mais il y a un paquet d'autres qui sont un peu... que les gens connaissent pas, mais lui, il en rencontre plein, là, puis il y en a beaucoup. Puis tu regardes l'histoire, ce gars-là, il est rendu recteur d'université, celui-là, tu sais. Donc, c'est un peu tout ça, là. Puis c'est pour ça qu'il y a énormément de personnages, parce qu'il rencontre énormément de gens, comme n'importe qui dans sa vie, rencontre plein de gens pour des raisons professionnelles. Ah, j'adore ça. Au retour de la pause, on va poursuivre, bien sûr, la découverte de vos romans respectifs, puis on va essayer d'aller voir qu'est-ce que vous avez laissé, quel message vous avez voulu laisser, en fait, à vos lecteurs, parce que je suis pas mal certaine qu'avec les deux thématiques différentes, les deux histoires que vous aviez, il y a plein de petites choses, des petites perles à retenir. On s'en parle au retour de la pause. De retour à l'émission de l'auteur au libraire, toujours bien sûr en compagnie de nos deux auteurs du jour, Marie-Denise Plante pour le livre Janvier sous la neige, ainsi que Yvan Duthil pour Knock Flash à la Macasa. Bien sûr, les deux livres sont aux éditions Crescendo. On a toujours un certain désir en tant qu'auteur, que ce soit de partager avec le lecteur, que ce soit de transmettre certaines informations. Marie-Denise, je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous avez voulu mettre en lumière pour votre livre, avec quoi vous voulez que le lecteur reparte? Que le système judiciaire, c'est lourd, c'est difficile, c'est compliqué, mais des fois, il y a des gens qui ne s'aident pas. Si on ne regarde pas où on met les pieds, on a peut-être des chances de rentrer chez soi avec de la boue sur ses bottines. Alors, c'est un peu ça. Si vous allez dans un pénitencier fédéral, probablement que tous les gens qui sont là sont innocents, ça a été des erreurs judiciaires, mais ils ne sont pas tous blancs comme neige. Ça se peut que la justice fasse des erreurs, mais ce ne sont pas toutes des erreurs. Puis, comme je disais, si vous ne faites pas attention, vous mettez les pieds, moi, je pense
pense à une séquence là, dans mon livre où la personne va à haute vitesse sur l'autoroute à la noirceur. Il y a des plaques de glace, un peu de neige. Il me semble qu'il faut s'y attendre, qu'il va peut-être arriver quelque chose. Alors, c'est ça que je veux mettre en lumière. C'est facile de dire, moi, j'ai rien fait. Mais si on fait un examen de conscience, des fois, on peut avoir manqué de prudence, on peut avoir manqué de vigilance. Alors, c'est un peu ça que je voulais cerner. Alors, j'aime ça, comme quoi, parfois, dans l'histoire, ça peut s'appliquer à nous-mêmes puis nous faire prendre une certaine prise de conscience. Voilà. J'aime ça. Merci. De votre côté, Yvan, je pense aussi que le message, c'est que, un peu comme dans un procès ou dans une histoire criminelle, c'est pas toujours rose, c'est pas toujours linéaire. Non, ça fait surtout ça. Le protagoniste de l'histoire se fait balloter par l'histoire. En fait, tout le monde, en fait, à cette époque-là, se faisait balloter par l'histoire. Mais lui, c'était pas prévu qu'il se ramasse à faire en Europe, à courir après les programmes de recherche nucléaire allemands. C'est un concours de circonstances parce que quelqu'un n'avait pas voulu un emploi, il avait dit, écoute, veux-tu le prendre? Puis il s'est ramassé précepteur royal. Fait que là, il s'est ramassé dans la Haute Société de Québec, qui s'est fait recruter par les services secrets. Fait qu'il y a un paquet de trucs qui fait qu'il se fait balloter d'un bord à l'autre. Fait que c'est peu ça, puis c'est la complexité des choses. C'est pas une histoire avec 13 personnages, là. Je pense qu'il y en a 300 d'après mes derniers calculs. Fait que c'est peut-être les 2 tomes, je me souviens plus. Mais c'est quand même plus proche, c'est proche de la réalité. Il y a des choses, il y a des contraintes, il y a toutes sortes de difficultés à aller du point A au point B. Il essaie de résoudre des problèmes, il fait des erreurs à certains moments. Donc, il y a tout ça qui joue. Mais là, Yvan, vous parlez que peut-être qu'il y a 300 personnages autour de ce tome-là ou des 2 tomes. J'imagine, pour vous, en tant qu'auteur, c'est quand même un certain casse-tête, parce que si jamais quelqu'un revient dans l'histoire, il faut s'assurer que le dit quelqu'un revient comme il était lorsqu'on l'a abordé initialement. Là. Oui, bien c'est ça, parce que maintenant, ça commence là, plus loin dans l'histoire. Il rencontre des gens qu'il a déjà rencontrés avant. Entre autres, Jacques Maritain, il va le recroire. Il l'a vu à Montréal. Jacques Maritain était l'opposé de Charles de Coninck. OK. Théologiquement, lui, il travaillait avec Charles de Coninck parce que c'était l'autre précepteur royal. Alors, il connaissait Maritain, il le croise à Rome. Donc, là, ça commence. Mais plus ça va, plus il rencontre des gens souvent. Puis, parce que là, c'est statistique, là, c'est que tu recroises des gens dans les conférences, tu recroises des gens à toutes sortes d'endroits. Donc, ça, c'est quelque chose. Moi, il faut que je tienne une banque de données des personnages. C'est à ce point-là. Et là, il faut que je me souvienne de. Ah, ouais, mais lui, il a fait ça, fait qu'il est intéressant. Si je peux le rencontrer dans d'autres circonstances, ça serait agréable. Puis, ces gens-là ont une vie aussi. Fait que là, des fois, il y a quelqu'un qui a fait de quoi, puis qui. Donc, ça vient très. C'est pour ça que ça demande plus qu'une itération à écrire. Je fais un premier jet, après ça, je repasse, puis là, je fais des corrections là, à travers. Mais c'est très stimulant, encore là, puis je pense que c'est la beauté du métier d'auteur. Je vous pose pas la question tout de suite parce que vous avez glissé le mot tout à l'heure. On voit tome 1, entre autres, sur votre livre Notre flash à la Macasa. Est-ce que pour janvier sous la neige, on peut espérer un 2e tome? Ah, sûrement, qui va s'appeler Septembre sous la pluie. C'est la suite de l'histoire, mais en beaucoup plus percutant. Okay. Et puis, c'est beaucoup plus international. Alors, au lieu de se déplacer là, des cantons de l'Est aux Laurentides, puis aux Maritimes, puis un peu aux États-Unis, on descend en Amérique du Sud, on s'en va dans les Pays-Bas, dans le sud de la France. Alors, c'est beaucoup plus costaud, le 2e épisode. Et on nous amène dans quel univers? C'est les mêmes personnages qui sont là. C'est encore un univers criminel. Alors, on ne s'en sort pas. On reste dans le même domaine. On se rend compte que plus qu'on fait des mauvais coups, plus qu'on a le chance d'en refaire. C'est ça qu'on comprend. Des fois, c'est l'occasion qui fait le larron. Il y a des fois, on veut s'amender, on veut devenir meilleur, mais on n'y arrive pas. On dirait que les planètes ne sont pas alignées pour nous. Alors, à ce moment-là, on se retrouve souvent dans le pétrin, mais ça peut avoir une finalité, finalement, qui peut être bonne quand même. Et surtout, ça nous fait des belles histoires. Et voilà, c'est ça. De votre côté, Yvan, vous aviez un peu vendu la mèche. On parle de 2 tomes avec ces 300 personnages-là. Donc, on a quelque chose qui est au travail. Il y a un 2e tome qui s'appelle, le titre, c'est Izanami, qui est la déesse de la mort japonaise. Donc, après sa mission en Europe, il se déplace au Japon et là, il assiste aux événements, c'est post les bombardements nucléaires, dans les premières semaines après, jusqu'à la fin de l'année de 1945. Donc, il rencontre des gens, il étudie la science nucléaire japonaise, mais aussi il va avec les Anglais, il va aller visiter les sites
pour des bombardements pour comprendre ce qui s'est passé. Et puis, je travaille sur le 3e. Fait que ça va en échanger pour un bout, là. Et est-ce que je me trompe, mais pour notre culture générale simple, ça peut être intéressant de lire un livre comme le vôtre pour peut-être aller fouiller dans ces années-là, peut-être qu'on connaît moins ou que nos cours d'histoire peut-être nous ont fait oublier? Ah oui, c'est certain. Moi, j'ai la version qui était sur Internet... il y avait les hyperliens, puis les gens disaient on a de la misère à lire une page parce que là, on fouille dans toutes les... La curiosité nous amène ailleurs. J'ai un de mes collègues, il me dit, lui, il a l'habitude, quand il voit des trucs historiques, de vérifier si ça colle avec la réalité. Puis il dit, voyons, c'est une vraie histoire que tu racontes? Bien, c'est à 95 % vrai, mais c'est pas vrai non plus. Là, c'est ce que je disais, le témoignage crédible, c'est ça, là. Ah, j'adore ça. Définitivement, ça donne le goût de lire vos 2 romans. Autant moi, je suis une vendue des romans policiers de ce genre-là, que je suis vraiment pas fan de science. Et je vous avoue, aujourd'hui, vous m'avez donné le goût, M. Dutil, de m'intéresser davantage à cette portion-là, disons-le comme ça. Ce sera assurément très intéressant d'abord de découvrir notre flash à la Macasa, bien sûr disponible aux éditions Crescendo. Avant de vous recevoir pour le tome 2 et le 3, on aura l'occasion de lire le premier. Et aussi, je vous rappelle, le livre de Mme Marie-Denise Plante, Janvier sous la neige, aussi disponible aux éditions Crescendo. Marie-Denise, Yvan, ça a été vraiment un beau privilège de vous avoir sur le plateau avec nous aujourd'hui. Ça fait un plaisir pour moi aussi. Merci à vous aussi, Sarah. Et bien sûr, à la maison, on vous invite à vous procurer les 2 livres de nos auteurs aujourd'hui disponibles en librairie. Je vous rappelle les titres une dernière fois. Janvier sous la neige de Marie-Denise Plante aux éditions Crescendo, ainsi que Notre flash à la Macasa de Yvan Dutil. Merci encore à vous 2. Puis nous, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine déjà pour d'autres découvertes littéraires de l'auteur au libraire. Bye bye tout le monde.